On a pu obtenir la réalisation forcée de la vente lorsque le vendeur avait contresigné une offre d'achat et finalement était revenu sur son engagement. On a eu également des dommages d'intérêt importants. On a un article du Code civil qui nous permet de considérer que la condition suspensive peut être considérée comme réalisée et permet ensuite, en vérifiant le process contractuel, mais de mobiliser souvent cette fameuse clause pénale des 10%. Le notaire a omis un procès-verbal d'assemblée générale qui faisait état de problèmes très importants de chauffage au niveau d'une résidence avec des conséquences très lourdes. À partir du moment où il a déclaré quelque chose et c'est inexact, c'est l'obligation de délivrance conforme, donc il doit le coût de la remise en conformité. Bienvenue sur Discutons Immo, un podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent en apprendre davantage en immobilier, débutants comme confirmés. Je suis Alex, passionné par le sujet de l'immobilier et investisseur. Je partage sur ce podcast, ainsi que sur le blog du même nom, les informations qui me semblent pertinentes et qui sont le fruit de mes propres interrogations, recherches ou encore découvertes. En perpétuel apprentissage dans ce domaine, mon but est de démystifier le monde de l'immobilier auprès du plus grand nombre. Pour ne rien rater, retrouvez-moi sur Instagram, Discutons Immo, le lien est disponible dans la description. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode où nous plongeons au cœur des complexités et des défis du monde immobilier. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Louise Bargiban, avocate à Lille et fondatrice de son propre cabinet. Louise est spécialisée en droit immobilier et de la construction et elle nous éclairera au cours de cet épisode sur les divers contentieux qui peuvent surgir tout au long du processus de vente immobilière. Grâce à son expérience et son expertise, qui s'étend à travers divers domaines juridiques, nous allons explorer aujourd'hui les contentieux courants rencontrés avec les vendeurs, les acquéreurs, les agents immobiliers, les notaires, les syndics de copropriété et même les banques au cours d'une acquisition immobilière. Des engagements non honorés aux informations non communiquées, des négligences au retard excessif, nous discuterons des divers scénarios qui peuvent mener à des litiges et explorerons des cas concrets pour mieux comprendre les risques et comment s'en prémunir. Que vous soyez vendeur, acquéreur ou simplement curieux de comprendre les rouages juridiques de l'immobilier, cet épisode est pour vous. Les conseils pratiques dispensés au cours de cet épisode vous éviteront de vous retrouver en contentieux et naviguer avec sérénité dans vos transactions immobilières. Alors j'espère que vous êtes installés confortablement car nous commençons cette exploration ensemble dès maintenant. Bonjour Louise. Bonjour Alexandre. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast aujourd'hui. On va discuter aujourd'hui d'un sujet un petit peu méconnu, en tout cas à mon sens, puisque la plupart des transactions immobilières se déroulent bien, mais parfois on est confronté à des contentieux, sujet que tu connais très bien, puisque tu es avocate, mais tu vas pouvoir nous détailler un petit peu tout ça. Donc aujourd'hui, on a préparé un petit épisode sur ce sujet. Peut-être que pour commencer, tu peux nous dire un petit peu qui tu es, dans quel cadre tu travailles dans un cabinet d'avocats, etc., pour qu'on ait un petit peu de contexte avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Tout à fait. Merci tout d'abord de me faire participer à ce podcast. Donc moi, je suis Louise Bargiban, avocate à Lille depuis 2011, donc depuis bientôt 12 ans. J'exerce exclusivement en droit immobilier, droit de la construction. Donc c'est assez vaste puisque ça regroupe vraiment beaucoup de matières. À la fois, ça peut être du droit des baux commerciaux, du droit de la vente immobilière, de la copropriété, du droit des baux d'habitation. Voilà, il y a beaucoup de litiges en matière immobilier, beaucoup de matières en immobilier privé, une partie dans laquelle j'exerce. Il faut savoir que moi, je suis avocate, j'ai un cabinet à Lille depuis à peu près 4 ans. J'ai exercé pendant 8 ans, d'abord en qualité d'avocate collaboratrice, 6 ans à Lille dans un cabinet de droit des affaires et 2 ans à La Réunion. J'ai eu une petite expérience au soleil. Et puis, je me suis installée dans ma ville d'origine à Lille. Et aujourd'hui, je travaille avec 2 assistantes juridiques et 2 avocates collaboratrices. Et donc, tu traites pas mal de contentieux, enfin, le cabinet traite pas mal de contentieux, donc dans le domaine de l'immobilier, des transactions immobilières, qui est un petit peu le sujet du jour. Aujourd'hui, pour se rendre compte, vous traitez combien de litiges à peu près chaque année dans ce domaine ? Alors, il va être difficile de donner un chiffre précis, mais on a plus d'une centaine de dossiers, puisqu'il faut vraiment savoir que le cabinet ne traite que de dossiers de droit immobilier. D'accord.
Et d'ailleurs, on parle des fois de droit immobilier, mais il faut bien distinguer, sauf erreur, deux types de droits au sein de l'immobilier, le public et le privé, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Le droit public de l'immobilier, il va comporter un volet public, en ce sens il va concerner en réalité la relation de personnes privées avec une personne publique. Il va s'agir par exemple du droit de l'urbanisme, par exemple la contestation d'un permis de construire, ou encore du droit des marchés publics. Le droit immobilier, quant à lui, ne va concerner que les relations contractuelles ou délictuelles entre personnes privées. Et moi, de mon côté, je travaille exclusivement en droit immobilier privé. Alors quand on a préparé cet épisode, on s'est dit que ce serait bien peut-être d'aborder les choses avec les différents tiers qui participent finalement à une vente ou à une acquisition immobilière pour voir un petit peu le type de contentieux auquel on peut être amené à être confronté. Peut-être pour démarrer, est-ce que tu peux nous donner des exemples un petit peu que tu as rencontrés de contentieux avec des vendeurs? Dans quel cadre finalement on se retrouve à avoir un souci avec un vendeur lors d'une vente? Je sais pas moi, un vendeur qui souhaiterait par exemple finalement se dégager d'une vente pour laquelle il avait accepté une proposition, ou d'autres que tu as en tête? Oui, alors ça, il faut savoir que c'est un contentieux très fréquent en pratique, hein, le vendeur qui va accepter de vendre son bien et faire volte-face, hein, par exemple s'il trouve un acquéreur à meilleur prix. Donc là, on est avant la vente immobilière. Il faut savoir que c'est une question qui va se poser bien souvent, la question de la rencontre des volontés et de la vente parfaite ou non avant la régularisation d'un avant-contrat, d'une promesse, d'un compromis. C'est un vaste sujet puisque il y a eu beaucoup de débats sur ce point. Il faut savoir que lorsqu'une offre d'achat est contresignée par le vendeur, elle vaut accord sur la chose et le prix, et donc vente forcée possible, hein, puisque vente parfaite. Moi, j'ai eu plusieurs dossiers sur ce sujet, étant précisé qu'on a pu obtenir la réalisation forcée de la vente lorsque le vendeur avait contresigné une offre d'achat et finalement était revenu sur son engagement. On a eu également des dommages-intérêts importants puisque l'acheteur achetait pour un investissement locatif, donc il y a eu des pertes locatives importantes le temps de la vente immobilière. Ce sujet est important puisqu'on a pu à un moment débattre de la valeur d'une annonce immobilière, notamment sur le Bon-Coin. Est-ce qu'il s'agissait d'une offre de vente dont l'acceptation par l'offre d'achat valait accord sur la chose et le prix? La dernière jurisprudence est venue dire que non, puisque il ne s'agissait pas d'une offre non équivoque. Il y a également beaucoup de contentieux lorsque l'agent immobilier a un mandat de vente et que une partie va faire une offre d'achat qui ne va pas être acceptée par le vendeur, et la partie peut tenter de souhaiter l'exécution forcée de la vente. Mais là encore, le mandat va faire écran, sauf à ce qu'il s'agisse d'un réel mandat de vente, ce qui n'est quasiment jamais le cas, même s'il porte le nom de mandat de vente, c'est-à-dire un mandat avec procuration pour l'agent immobilier qui pourra signer en lieu et place du vendeur. Donc effectivement, on a beaucoup de contentieux sur ce terrain-là. Et alors, pour aller peut-être un peu plus en détail sur ce cas-là, donc si là on parle pas d'une simple, on va dire réponse faite sur le Bon-Coin, mais qu'une offre d'achat a été formulée et donc contresignée par le vendeur, dans 100% des cas, il est tenu d'aller jusqu'au bout de la vente, quoi. En principe. Alors 100% des cas en droit, c'est toujours délicat puisque ça peut toujours être soumis à interprétation et donc à aléa judiciaire, sachant qu'il faut quand même étudier la rédaction, bien sûr, de l'offre d'achat. Il faut qu'elle soit totalement cohérente avec le bien immobilier, ses caractéristiques essentielles, etc., l'accord sur la chose et le prix, les conditions essentielles de la vente, puisque à défaut, il pourrait effectivement y avoir absence de rencontre des volontés. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres cas où l'acquéreur peut se retourner contre le vendeur? Par exemple, je crois qu'on avait évoqué notamment le fait qu'il découvre, après avoir fait son offre d'achat et qu'elle soit acceptée, que finalement il y avait des travaux importants qui avaient été réalisés par le vendeur, peut-être directement.
Tout à fait. Alors ça, effectivement, ces travaux doivent impérativement apparaître dans la promesse. Ils doivent être déclarés par le vendeur, puisqu'ils engagent, ils ont été effectués dans un délai de 10 ans pour les gros travaux, la responsabilité civile décennale du vendeur. Non, c'est quelque chose qui est parfois ignoré des vendeurs particuliers. Le vendeur castor, ce qu'on appelle, c'est celui qui va faire lui-même ses propres travaux chez lui, des travaux quand même importants, et qui ne va pas se rendre compte qu'en réalité il est redevable de la responsabilité civile décennale pour tous les travaux effectués après la vente immobilière. Il sera redevable de cette garantie si la vente se signe, ou ce sera un motif pour l'acquéreur pour se délier, puisque pour ces travaux en principe le vendeur doit être assuré en assurance dommage ouvrage. S'il fait faire les travaux par des entreprises, elles doivent être assurées en responsabilité civile décennale, c'est la garantie décennale. Donc c'est un contentieux également très important, et c'est un contentieux plus facile que celui des vices cachés, puisque lorsque le vendeur a déclaré des travaux de nature décennale et qu'il y a des dommages de nature décennale, des désordres, à ce moment-là, automatiquement, c'est une responsabilité sans faute prouvée. Il devra payer les réparations, sauf s'il arrive à s'exonérer par notamment la faute de la victime, par encore le fait d'un tiers, ou alors un événement de force majeure. Mais à défaut, c'est une responsabilité qui peut être vraiment très importante pour le vendeur. Donc effectivement, en cours de compromis, si on découvre des travaux qui n'ont pas été déclarés à l'acte, il peut y avoir un débat très important, et ça peut également permettre d'ouvrir un nouveau délai de rétractation, puisque en cas de modification essentielle, et on peut indiquer que la découverte d'une information comme celle-ci, c'est-à-dire des travaux importants qui n'avaient pas été déclarés, qui auraient été réalisés, permet l'ouverture d'un nouveau délai de rétractation, puisqu'il s'agit d'une modification essentielle entre la promesse et l'acte authentique. D'accord. Et c'est vrai pour tout type de travaux, ou c'est vraiment que pour des gros travaux de grosses œuvres, ou est-ce que c'est vrai aussi pour une cuisine, Non, ça va être essentiellement vrai pour des travaux de nature décennale, des travaux importants qui vont affecter la solidité, structurels. Voilà, tout à fait. Ça va être quand même des travaux importants. Après, on peut toujours discuter du défaut d'information précontractuelle. Maintenant, pour aller sur certains terrains juridiques comme le dol, c'est-à-dire un vice du consentement, il faut que ce soit un mensonge ou une réticence dolosive, c'est-à-dire un silence un silence sur un élément qui soit bien déterminant du consentement. Si les travaux de toute façon ne doivent pas tous être déclarés à l'acte, il s'agit de tout petits travaux. Ce sont vraiment les travaux importants qui nécessitent par contre d'être déclarés à l'acte. Oui, généralement de toute façon les notaires font la demande de tous les derniers travaux qui ont eu lieu pendant les 10 dernières années, d'ailleurs réalisés par le propriétaire ou par des artisans, peu importe. Mais normalement, ils envoient, s'ils font bien leur travail, normalement par mail ou par une fiche de renseignement, ils demandent aux vendeurs ces déclarations sur l'acte, sur les travaux, sur le raccordement aussi au tout à l'égout. Ça peut être un contentieux qui est également assez fréquent en pratique, puisque là, le vendeur a une obligation de délivrance conforme, c'est-à-dire que si il déclare à l'acte notarié que le bien immobilier est raccordé au réseau d'assainissement collectif, mais que ce n'est pas effectif, on n'a même pas besoin de partir sur le terrain des vices cachés. À partir du moment où il a déclaré quelque chose et c'est inexact, c'est l'obligation de délivrance conforme, donc il doit le coût de la remise en conformité. D'accord. J'imagine que tu parlais tout à l'heure d'informations donc qui auraient été cachées à l'acquéreur. Dans le même genre de choses, on peut sans doute rencontrer aussi, je sais pas, des problèmes qu'il y aurait eu précédemment avec les assurances et qui seraient pas communiqués aux futurs acquéreurs. Je sais pas, des choses qui seraient non conformes et dans des rapports d'expertise, par exemple, d'assureurs et qui sont
pas dit de manière explicite aussi. Voilà, ça peut être également découvert et c'est souvent découvert en cours d'expertise judiciaire. On peut découvrir que effectivement il y avait bien eu un sinistre sur une partie de la maison, il y avait eu des infiltrations qui avaient fait l'objet d'une déclaration de sinistre à l'assurance et à partir de là, on a la preuve de la mauvaise foi du vendeur qui a caché ces informations. Puisqu'il faut quand même rappeler, c'est un autre sujet mais plus global, que le vendeur ne garantit pas les vices apparents, ce qui est tout à fait normal, hein, puisque on se convainc de l'état du bien qu'on achète, et qu'en principe il y a cette clause qu'on ignore un petit peu souvent, mais dans 95% des actes, le vendeur ne garantit pas non plus les vices cachés. C'est-à-dire les vices cachés, par définition, ce sont ceux qui ne sont pas apparents. Toutefois, bien évidemment, c'est la jurisprudence qui est venue l'indiquer, lorsque le vendeur est de mauvaise foi ou encore est professionnel de l'immobilier, il doit garantir les vices cachés. Donc, lorsqu'il est de mauvaise foi, par exemple, si on découvre en cours d'expertise judiciaire qu'il a caché un sinistre, la mauvaise foi est évidente. Et à ce moment-là, il doit garantir le vice caché. Bien sûr, oui. D'accord. Et est-ce que tu as eu des cas aussi de servitudes qui n'étaient pas visibles facilement ou qui sont découvertes a posteriori et qui ont amené à des contentieux Ça peut effectivement être un terrain important pour les contentieux, même si bien souvent hein, ça fait l'objet d'une condition suspensive, hein, la vérification des servitudes, etc. Bien évidemment, si on découvre l'existence de servitudes entre la promesse et l'acte authentique, il s'agira là encore d'une modification substantielle du consentement qui pourra permettre de solliciter un nouveau délai de rétractation. À défaut, si on est après l'achat, on a découvert après l'achat des servitudes dont nous n'avions pas été informés, là on pourra agir sur le terrain des vices du consentement. D'accord. Et lorsque tu parles d'un nouveau délai de rétractation, tu parles du délai habituel des 10 jours ou c'est un nouveau délai spécifique Non, tout à fait. C'est le délai habituel de 10 jours. On peut indiquer qu'il faut purger ce nouveau délai de rétractation. D'accord. Et comment ça se passe si c'est quelqu'un qui achète en société civile, par exemple, parce que normalement en société civile, je crois, on bénéficie pas justement des 10 jours de la loi SRU. Pour ce type de choses, ça veut dire qu'on peut quand même exceptionnellement en bénéficier ou comment ça se passe? Alors après, ça va être de la libre négociation dans les cas où, par exemple, le bien n'est pas à usage d'habitation, on bénéficie pas du droit de rétractation. Et effectivement, il y a des cas spécifiques comme ça où on ne va pas bénéficier de ce droit. Mais là, ça va être de la libre négociation, c'est-à-dire que même en pratique, je vous dis qu'on peut demander un nouveau droit de rétractation, mais lorsqu'il y a vice du consentement qui est dénoncé pour demander ce droit de rétractation, si vous voulez, on trouve souvent un accord pour résilier amiablement la promesse, le compromis, parce que on sait que à défaut, de toute façon, le vendeur va être en difficulté parce que s'il somme l'acquéreur de signer alors que l'acquéreur indique qu'il y a eu un vice du consentement. Pour en tirer les conséquences dans le cadre d'une vente forcée, le vendeur aura des difficultés, et pour en tirer les conséquences dans le cadre d'une éventuelle clause pénale, il aura également des difficultés. Et à titre conventionnel, l'acquéreur pourra naturellement demander des dommages-intérêts et faire valoir ses droits sur justement ce fameux vice du consentement. Donc ça va vraiment être de la négociation. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a aussi pas mal de cas qui passent pas forcément même par avocat, et donc il y a déjà cette négociation qui s'entame ou un abandon de l'achat au préalable sans même avoir besoin de passer par un avocat. Ça peut effectivement être le cas. Alors parfois c'est également risqué parce que parfois les parties s'arrangent entre elles et par exemple j'ai eu le cas, elles avaient oublié de mettre dans la boucle l'agence immobilière, donc elles résiliaient amiablement le compromis, mais ne mettent pas dans la boucle l'agence immobilière qui par la suite indique vous avez fait l'aveu de votre responsabilité en signant cet acte de résiliation amiable, sauf que vous m'avez oublié, donc moi j'avais une commission. Et bien souvent d'ailleurs maintenant les agences immobilières prévoient dans la promesse le paiement de leur commission en cas d'accord entre vendeur et acquéreur. Mais effectivement, il peut y avoir des arrangements directs. Il faut toujours faire bien attention aux conséquences de l'accord amiable qui peut être trouvé. Mmh. Alors maintenant, si on se met du côté des vendeurs, eux aussi sont parfois malheureusement confrontés à des acquéreurs qui veulent se désister ou pas assumer éventuellement
ce qu'ils avaient accepté dans l'avant-contrat. Est-ce que tu as des exemples concrets? On pense forcément un petit peu notamment à tout ce qui tourne autour du financement et au refus de crédit potentiellement. Mais est-ce que tu as des cas autour de ça? Effectivement, c'est un cas typique. La condition suspensive de financement, ce n'est pas un nouveau délai de rétractation. La condition suspensive de financement, elle est, comme son nom l'indique, une condition suspensive. Il faut justifier avoir mené toutes les diligences en vue de tenter de réaliser cette condition suspensive. Donc, il faut demander un prêt conforme aux conditions de la condition suspensive en termes de durée, en termes de taux, et il faut impérativement, en termes de montant, demander un prêt conforme à la condition suspensive. Moi, il a pu m'arriver de voir des dossiers où des clients avaient demandé un prêt à hauteur de 800 000 euros, alors que le montant du bien immobilier était de 400 000 euros. Donc, ils n'ont pas eu le prêt immobilier. Mais si vous voulez, les refus de prêt ne sont pas conformes puisque les demandes n'étaient pas cohérentes avec le compromis. Donc, on peut indiquer que volontairement, si vous voulez, ils ont fait exprès de ne pas lever cette condition suspensive. Et dans ces cas-là, par une fiction juridique, on a un article du Code civil qui nous permet de considérer que la condition suspensive peut être considérée comme réalisée et permet ensuite, en vérifiant le process contractuel, mais de mobiliser souvent cette fameuse clause pénale des 10%. Donc, la condition suspensive, elle doit bien être vérifiée du côté du vendeur, parce que là encore, on a des acquéreurs qui aussi sont négligents. Parfois, ils sont totalement de mauvaise foi en demandant un prêt qui n'est pas du tout conforme au projet, au compromis, mais également parfois ils demandent le prêt la veille de l'expiration du délai. Donc là encore, on va leur dire oui, mais vous avez été négligent, donc vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette condition suspensive qui n'a pas été levée de par votre fait. Oui, parce que moi j'ai régulièrement la question d'ailleurs sur le blog Discutons Immo de gens qui avaient vu avec leur banque et qui avaient un accord de principe et qui pensaient que tout allait bien se faire avec leur banque, qui à la dernière minute s'aperçoivent que finalement leur banque ne les suit pas et donc ils sont hors délai pour obtenir soit le financement, soit même le refus de prêt parce qu'ils n'arrivent pas non plus à trouver ailleurs. Alors après, ça va être du cas par cas. C'est que parfois, effectivement, les banques peuvent être aussi parfois un petit peu déconnectées, vont demander beaucoup de pièces et vont dire non, mais nous, on peut pas vous suivre, ne vont pas faire d'écrit et ça peut être préjudiciable pour les clients. Donc, ça sera vraiment du cas par cas, mais il appartient vraiment aux acquéreurs de faire le nécessaire, de montrer qu'ils sont diligents, d'essayer de ne pas attendre, qu'on revienne vers eux avec une offre de prêt ou un refus de prêt conforme au compromis, s'ils n'ont pas fait les demandes en ce sens et dans les délais. Et d'ailleurs, je me posais cette question, souvent maintenant les notaires écrivent qu'il faut 2 refus, par exemple. Cette quantité de refus à obtenir, c'est quelque chose qui est dans les textes de loi ou c'est vraiment au bon vouloir du notaire ou comment ça se passe? C'est du contractuel, c'est du purement contractuel. Le contrat et la loi des parties, ce sont les parties qui décident si elles limitent le nombre de refus de prêt ou pas. D'accord, c'est complètement ouvert entre les parties. Ok. Tout à fait. Très bien. Tout à l'heure, tu parlais aussi donc d'agents immobiliers qui rentrent en ligne de compte. Comment ça se passe, par exemple, si donc un agent immobilier a fait visiter un bien qu'il avait donc en mandat à un potentiel acquéreur et finalement que ce potentiel acquéreur passe ensuite directement fait son offre en direct au vendeur et donc court-circuite finalement l'agent immo. L'agent immo là peut se retourner contre a priori, de ce que je comprends, moi, celui avec lequel il a signé le mandat, donc le vendeur, c'est bien ça, mais pas vers l'acquéreur. Alors, ça sera de la responsabilité contractuelle avec celui avec lequel il a signé le mandat, soit un mandat de recherche, soit un mandat de vente, sachant que la responsabilité contractuelle sera en pratique réalisée par l'émission d'une clause pénale dans le mandat, c'est-à-dire que l'agent immobilier va interdire, par exemple, à son client vendeur de contracter avec une personne qui lui aura présenté. Attention, il y a des critères très très importants pour ces clauses pénales qui sont
forcément des clauses importantes et graves. Donc elles doivent être, par exemple, la loi Hoguet impose le caractère très apparent de la clause pénale en majuscule, en gras, etc., pour que le mandant ait vraiment conscience de l'importance de cette clause, hein. Et éventuellement l'agent immobilier pourra assigner l'acquéreur s'il a la preuve qu'il lui a fait visiter le bien par la signature, par exemple, d'un bon de visite. Et pour la responsabilité délictuelle, il va quand même falloir prouver la faute, et cette faute résultera quand même d'une volonté d'éviction de l'agence immobilière. Et la jurisprudence est plutôt assez stricte avec les agents immobiliers. La clause pénale ou les dommages et intérêts dans le cas d'une responsabilité délictuelle n'est pas automatique, puisqu'il faut bien souvent prouver une collusion frauduleuse. Il faut prouver qu'il y a eu vraiment une mauvaise foi de la part du vendeur et acquéreur, et qui ont voulu vraiment évincer cet agent immobilier. Ce qui est quand même assez facilement le cas si on sait que la première visite avait été faite avec l'agent immo. Si on a les preuves, tout est une question de preuve de toute façon. D'accord. Bon, maintenant avec les mails, etc., c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de traces, sans doute, au-delà du bon de visite, parce que finalement, peu d'agents aujourd'hui, je trouve, font signer des bons de visite. C'est extrêmement rare, c'est la minorité. Oui, après ça peut être une preuve par SMS également maintenant. C'est parfaitement recevable en justice, hein. Très bien. Et tout à l'heure, tu avais évoqué le cas justement des mandats, et du fait que ils ne représentent pas complètement le vendeur, sauf à ce que ce soit vraiment stipulé dans le type de mandat. Par exemple, moi, j'avais en tête que le mandat exclusif, c'était quand même une représentation justement du vendeur, mais de ce que je comprends de ce que tu disais tout à l'heure, en réalité pas tout à fait. Il doit quand même, c'est simplement qu'il a l'exclusivité, il doit présenter l'offre au vendeur, mais pour autant, il ne peut pas l'accepter à sa place, quoi. C'est ça, le vendeur a le choix de la décision. Par contre, dans ce cadre, on est dans un mandat. Alors bien souvent, on les appelle mandats de vente, mais finalement, ce sont plutôt des mandats d'entremise en pratique. Dans quelques cas, mais on est dans 5% des mandats, donc c'est très faible. On a un mandat avec une clause de représentation, c'est-à-dire que le vendeur donne mandat à l'agent immobilier de signer en ses lieux et places l'avant-contrat. Alors que si vous regardez bien dans la plupart des compromis, dans la plupart des mandats, il est bien prévu que l'agent immobilier n'a pas pouvoir pour signer au lieu et place du vendeur le compromis, mais devra recueillir sa signature. Donc il n'y a pas la procuration, si vous voulez. Ce n'est pas un véritable mandat de représentation finalement. D'accord, donc c'est vraiment de l'entremise, comme tu dis. Tout à fait. Ok. Et puisqu'on parle d'agents immobiliers, alors peut-être juste avant, est-ce que tu as d'autres cas un peu représentatifs de contentieux qu'on rencontre avec envers les acquéreurs, j'ai envie de dire, ou est-ce que déjà le plus courant, c'est ce qu'on disait jusqu'à maintenant? Les plus courants, effectivement, on va être sur la condition suspensive relative au financement, au prêt immobilier, puisque c'est vrai qu'il y a aussi un moment eu peut-être quelques attestations aussi de complaisance, et puis des acquéreurs qui ont peut-être cru trop facilement que la condition suspensive de financement était un nouveau délai de rétractation. Après, il peut y avoir de nombreux contentieux, puisque alors parfois c'est fondé, parfois ça ne l'est pas, mais l'acquéreur peut effectivement découvrir des choses entre le compromis, la promesse et l'acte authentique. Alors, ce qui peut arriver parfois, que je ne recommande pas forcément moi de mon côté, c'est que par exemple, il y a du retard pour une raison ou pour une autre dans la réitération du compromis, et les vendeurs acceptent que l'acquéreur signe une convention d'occupation, accepte de signer une convention d'occupation précaire pour que l'acquéreur, sans être propriétaire, le temps de la réitération du compromis, habite dans les lieux. Ça peut être quelque chose qui va créer beaucoup de litiges, puisque l'acquéreur à ce moment-là peut découvrir ce qu'il estime être des vices cachés, parfois à juste titre, parfois non, et ça peut être un nid à si vous voulez, souhait de se rétracter de la vente pour parfois des motifs qui ne sont absolument pas fondés. D'accord. Mais d'ailleurs, c'est un bon point que tu soulèves, parce que j'ai eu
plusieurs fois la question aussi à ce sujet, à savoir, souvent, malheureusement, la date prévisionnelle de signature de la vente définitive se retrouve à être décalée parce qu'il manque des éléments administratifs divers et variés. Et parfois, ça traîne vraiment en longueur au point que des gens qui avaient pris des engagements pour, par exemple, quitter un logement qu'ils louaient, donc ils ont déjà donné leur préavis et autres, se retrouvent dans des situations parfois un peu compliquées. En l'occurrence, est-ce qu'ils peuvent se retourner, entre guillemets, vers quelqu'un pour juger de cette responsabilité et avoir un dédommagement financier, par exemple, s'ils sont obligés de louer temporairement un logement avant de pouvoir intégrer celui qu'ils avaient prévu d'acheter, ou Tout à fait, tout à fait. Là encore, ça va être soit de la libre négociation si on est avant la signature de l'acte authentique. À défaut, ce sera de la responsabilité pour la partie qui est en faute. Si on est juste dans l'attente de documents administratifs de la part du notaire, sauf à ce que le notaire ait justement traîné, par exemple, dans la purge du droit de préemption urbain, à défaut, il peut ne pas y avoir de responsabilité. Après, si la date butoir, qui d'ailleurs n'est pas une date qui emporte caducité de la promesse. Parfois, certaines personnes pensent que le compromis a pour date butoir le 1er décembre, donc automatiquement le 2 décembre, le compromis est caduc et ils ont le droit à la clause pénale des 10% du prix de vente. Or non, cette date butoir est le point de départ à partir duquel l'une des parties peut mettre en demeure l'autre de signer l'acte authentique. Donc on pourra en tirer les conséquences une fois la mise en demeure faite, si bien sûr les conditions suspensives sont levées. En tout cas, il peut y avoir des responsabilités, mais ça va dépendre, ça va vraiment être cas par cas en fonction du dossier. Oui, bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Mais en effet, si les notaires traînent un peu, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà vu, tu parlais notamment de la DIA, des notaires qui ont oublié de faire la demande au début, donc ils se retrouvent à la faire un peu à toute dernière minute. Et bon, forcément, les délais administratifs sont ceux qui sont. Là, ça veut dire que l'acquéreur aurait le droit d'attaquer éventuellement le notaire pour se faire indemniser des frais qu'il est obligé d'engager à cause de ce retard. Oui, tout à fait. Il pourra envisager un recours. Moi, j'ai eu le cas également d'un notaire qui a purgé tardivement le droit de préemption urbain et la commune qui a préempté. Donc, ils ont perdu beaucoup de temps, sachant qu'ils auraient pu vendre plus tôt à des meilleures conditions ou en tout cas louer dans l'intervalle. À partir du moment où il y a des préjudices, il y a une faute, il y a un lien de causalité, il peut y avoir une indemnisation. C'est le droit commun de la responsabilité. Très bien. On a parlé plusieurs fois d'agents immobiliers, mais pas plutôt en tant que personne qui lançait le contentieux envers qui on avait ce contentieux. Est-ce que tu as des cas à nous illustrer de contentieux avec les agents immobiliers ? Contre les agents immobiliers, effectivement, il peut y avoir également des contentieux importants puisque l'agent immobilier est quand même un professionnel de la transaction immobilière. Donc, il doit, lorsqu'il intervient en qualité de rédacteur de l'acte, c'est-à-dire rédacteur du compromis, il doit assurer l'efficacité de son acte. Donc, par exemple, j'ai pu avoir de nombreux contentieux sur un acte qui est mal rédigé, soit parce qu'il y a des informations inexactes, par exemple, on parlait tout à l'heure du défaut de raccordement tout à l'égout, ou encore parce que la condition suspensive qui est érigée, par exemple la condition suspensive de financement, justement, on en parlait également, n'est pas conforme à la réalité. Par exemple, j'ai pu avoir des clients qui avaient bien indiqué, on a des mails, on a des preuves écrites à l'agent immobilier, qu'il fallait qu'ils vendent leur maison avant de pouvoir acheter le bien immobilier. Et si ça n'a pas été érigé en conditions suspensives par l'agent immobilier qui avait connaissance de l'information, il va engager sa responsabilité en tant que rédacteur de l'acte. Également, l'agent immobilier, bien évidemment, il va engager sa responsabilité au titre de son devoir de conseil. Il est là en tant que professionnel de la transaction immobilière il n'est pas là que pour ouvrir une porte, j'ai envie de dire, il est là pour conseiller, puisque des parties peuvent être totalement profanes en immobilier, construction, et sans être expert immobilier, on ne va pas demander à l'agent immobilier, naturellement, de monter sur la toiture, d'expertiser la toiture, ce n'est pas son rôle. Mais son rôle, c'est vraiment d'assurer l'efficacité de la transaction, de se renseigner et de renseigner acquéreurs et vendeurs.
Et tu parlais de mettre en condition suspensive le fait de vendre préalablement un autre bien pour pouvoir acquérir un bien donné. Sauf erreur, c'est possible de le faire si le bien concerné est déjà sous compromis ou sous promesse, mais on peut pas le mettre en balance, en condition suspensive, voilà, s'il n'est pas déjà presque vendu. Tout à fait. En principe, si vous voulez, c'est encore une fois, c'est un contrat. Le contrat, c'est la loi des parties. Maintenant, ça ne va pas être accepté du côté du vendeur s'il n'y a aucune démarche en ce sens. C'est pas une obligation légale. Il n'y a aucun texte qui l'impose, mais si vous voulez, ça va être important qu'il y ait des garanties aussi pour le vendeur. D'accord. Ah, il me semblait que les notaires refusaient une telle résolution si c'était pas déjà quelque chose qui était sous compromis ou sous promesse. Les notaires, justement, au titre de leur devoir de conseil, vont inciter effectivement à mettre en place une condition suspensive qui soit empreinte de garantie. Hein. D'accord. Alors, on a déjà un petit peu parlé de ça, mais les notaires, est-ce que tu vois d'autres cas dans lesquels, en effet, leur responsabilité peut être engagée et dans lesquels ils se retrouvent dans des contentieux en cas de transaction immobilière? Alors les notaires doivent là aussi en qualité de rédacteurs et assurer l'efficacité de leur acte et ils doivent également conseiller les parties. Ils doivent bien sûr vérifier, il y a des documents qui sont obligatoires mais qui doivent être annexés au compromis, qui doivent être notifiés, notamment par exemple les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale. Là on peut avoir régulièrement des contentieux. Moi j'ai par exemple un contentieux, le notaire a omis un procès-verbal d'assemblée générale qui faisait état de problèmes très importants de chauffage au niveau d'une résidence avec des conséquences très lourdes. Il a omis d'indiquer, de transmettre ce procès-verbal d'assemblée générale. Donc après la vente, mon client découvre qu'il y a donc des pannes régulières de chauffage, mais qu'en plus de ça, il y a une expertise judiciaire en cours, ce qui va coûter très cher, qui va être long pour trouver des solutions, ce qui va augmenter les cotisations, donc les charges de copropriété, et ce qui va lui faire perdre un petit peu de latitude dans la revente de son bien, puisque revendre un bien immobilier quand on connaît l'existence d'une procédure judiciaire et d'une expertise judiciaire assez lourde, ce n'est pas la même chose que revendre un bien immobilier exempt de toute procédure. Donc effectivement, ça peut être une responsabilité du notaire. J'ai également eu le cas pour l'absence d'un règlement de copropriété, par exemple, qui n'avait pas été transmis à la vente. Le notaire n'avait pas vérifié. Il faut savoir que j'ai pu obtenir l'annulation d'une vente pour un problème lié au chien de mes clients, puisque mes clients avaient un chien. On ne leur a pas transmis le règlement de copropriété et en réalité, ils ont appris après la vente que le règlement de copropriété interdisait la clôture des jardins. Ayant un chien, on voulait impérativement clôturer leur jardin. On a essayé de le faire passer en assemblée générale extraordinaire. Ça n'est pas passé. On a par conséquent obtenu l'annulation. Ça s'est passé à l'amiable pour le coup, mais le notaire était bien conscient qu'il était totalement responsable de la situation. Et pour se rendre compte, une procédure comme celle-là, entre le moment où on commence à en parler et le moment où en effet la vente est annulée, il s'écoule combien de temps? Alors ça dépend. Si on est à l'amiable, encore une fois, c'est de la libre négociation. Ça peut, en moyenne, ça va durer 3 mois. À l'amiable, 3 à 6 mois, le temps d'effectuer toutes les formalités. En judiciaire, là, on va plutôt être sur 12 à 18 mois de procédure judiciaire. Mmh. Et donc là, ils n'avaient pas encore pris le logement et donc ils ont pu le faire plus rapidement, c'est bien ça? Tout à fait, on l'a fait à l'amiable, on a réussi à trouver une issue. De toute façon, on avait vraiment des éléments importants contre le notaire et l'absence de transmission d'une pièce qui est essentielle fait que la responsabilité aurait été automatique. Hein. D'accord. Et alors, pour les notaires, tu vois autre chose ou c'est le cas un petit peu emblématique?
Alors ça va être effectivement les pièces et après ça va être le devoir de conseil du notaire qui va alerter ou non sur par exemple les travaux. On revient toujours aux travaux, mais cette clause qui est très importante. Est-ce que le notaire dans son acte a bien prévu les conséquences de l'absence d'autorisation urbanistique pour certains travaux? Est-ce qu'il a bien annexé les éventuelles assurances, attestations d'assurance, responsabilité civile décennale pour les entreprises qui auraient réalisé des travaux, les factures, etc. À défaut, il pourra là encore engager sa responsabilité. Oui. Donc, ce que je retiens, à partir du moment où c'est mentionné, même si il s'avère qu'il n'y a pas de décennale sur certains éléments, ou que il peut manquer un PV d'AG parce que finalement il n'y a pas eu d'AG, mais à partir du moment où c'est clairement exprimé dans l'avant-contrat et le contrat définitif, lui, évidemment, il a fait ce qu'il avait à faire et oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, il y a un tiers dont on n'a pas encore parlé qui entre en ligne de compte dans ces ventes immobilières, c'est le syndic de copropriété. Bon, alors, est-ce qu'il peut avoir parfois des responsabilités qui font qu'on se retrouve en contentieux pour une vente immobilière avec le syndic? On pense, je sais pas, à l'état daté qu'il doit établir notamment ou... Bien sûr, justement, je parlais tout à l'heure du litige avec ce problème de chauffage dans la résidence. Il faut savoir que dans le pré-état daté et dans l'état daté, qui est un document important pour le futur acquéreur, puisqu'il va lui permettre d'avoir connaissance d'informations administratives et financières qui vont concerner la copropriété, et notamment, il va y avoir à un moment une petite case à cocher, procédure en cours. Et là, le syndic, lorsqu'il indique qu'il n'y a pas de procédure en cours, alors qu'il y a une expertise judiciaire en cours, ce qui est une procédure judiciaire en cours, il engage sa responsabilité. Donc, il est également dans la boucle dans cette procédure en responsabilité. D'accord. Ok. C'est les seuls cas que tu as rencontrés, en tout cas aujourd'hui, vis-à-vis des syndics de copropriété pour des contentieux. Pour les contentieux de vente immobilière. Après, il y a d'autres contentieux en matière de syndic de copropriété sur la gestion des sinistres, des charges de copropriété, etc. Mais pour la vente immobilière, on va être surtout sur en fait ce document essentiel qu'ils doivent fournir, le pré-état daté ainsi que l'état daté. D'accord. Sachant que parfois c'est un peu même compliqué parce qu'il y a des copropriétés où c'est des syndics bénévoles qui savent pas forcément établir aussi les états datés, donc il y en a pas toujours non plus. Mais c'est ça. Après, l'argument du syndic bénévole, par contre, le syndic bénévole, il a sa responsabilité d'engager. Il ne doit pas se mettre syndic bénévole s'il n'est pas apte à gérer. D'accord. Et alors peut-être pour terminer, on en a un tout petit peu parlé, ce sont les banques. Est-ce que ça paraît pas forcément une évidence comme ça, mais est-ce que finalement parfois les banques se retrouvent au sein de contentieux lors de ventes immobilières parce qu'elles n'auraient pas forcément agi telles qu'elles sont censées le faire ou... Alors cela peut arriver, par exemple, si elles tardent à débloquer des fonds, mais en pratique c'est quand même plus rare. Il faut encore une fois toujours dans le droit commun de la responsabilité, il faut une faute, un préjudice, un lien de causalité pour pouvoir engager une responsabilité. Donc ça va dépendre vraiment de l'éventuelle faute qui va être reprochée, du lien de causalité avec les préjudices des clients. Ça peut arriver essentiellement pour le délai de déblocage des fonds. Après, c'est plutôt rare. Il faut savoir que les banques sont parfois un petit peu déconnectées s'agissant des conditions suspensives de prêt, justement, on en parlait, c'est-à-dire que elles vont pas forcément faire des refus de prêt conformes aux conditions du compromis, sans se rendre compte que le refus de prêt qu'elles vont transmettre ne va pas du tout aider les acquéreurs. Et là, elles pourraient voir leur responsabilité engagée si, par contre, l'acquéreur arrive à démontrer qu'il avait bien fait une demande conforme aux conditions suspensives. Et le plus souvent, on est encore une fois sur une question de preuve parce que les acquéreurs ne font pas forcément à l'écrit les demandes de prêt. D'accord, oui, parce que j'allais dire, tu penses à quoi concrètement qui serait pas reflété dans le refus de prêt c'est typiquement... Bien souvent, j'ai des refus de prêt et je me dis, est-ce que la banque a regardé le compromis parce qu'elle vous produit un refus de prêt en vous disant, on a un refus de prêt, mais en fait, la banque, elle va vous dire, moi, on me demande un prêt,
j'indique juste si je peux financer ou pas, mais il faut quand même qu'elle vérifie le compromis. Mais pour ça, il faut aussi que l'acquéreur soit diligent et lui indique bien, voilà, c'est un prêt qui est lié à un compromis. Le compromis, c'est telle condition. Il faut que le refus de prêt en fasse état. Après, parfois, on va demander à la banque de compléter son refus de prêt a posteriori, c'est possible également. Mais il est vrai que elle peut voir également sa responsabilité engagée si elle produit un refus de prêt totalement déconnecté, alors qu'une demande de prêt cohérente, claire, avait été sollicitée. Bon, comme tu disais, c'est sans doute pas le cas le plus courant. D'accord. Voilà, j'ai l'impression qu'on a fait déjà un petit tour d'horizon de tous ceux qui peuvent être concernés par la vente immobilière. En résumé, tu dirais à un acquéreur ou à un vendeur de faire particulièrement attention à quoi lors d'une vente immobilière pour éviter de se retrouver malheureusement dans un contentieux ultérieurement? Je pense que on l'a compris, les différents intervenants à la vente sont essentiels. Donc le meilleur conseil en fait, c'est de bien s'entourer. Déjà par un agent immobilier qui soit diligent, compétent, qui se renseigne bien, que ce soit pour l'acquéreur sur le bien immobilier qui va être vendu, qui va être diligent aussi dans la rédaction s'il rédige lui-même la promesse, et s'entourer d'un notaire également qui soit compétent, qui va attirer l'attention de son client sur des points importants. Il faut savoir, ce qui est parfois ignoré, que lorsqu'on prend son propre notaire de participation à la LAC lorsqu'on est acquéreur, ça ne va pas coûter plus cher puisqu'ils vont se partager les frais entre notaire vendeur et notaire acquéreur. Alors après, un notaire est un officier ministériel, donc il est censé être impartial. Maintenant, moi, j'ai quand même tendance à considérer qu'il est intéressant en tant qu'acquéreur d'avoir son propre notaire, ne serait-ce que pour alerter de certaines clauses à défaut de discussion possible. Et puis, bien évidemment, en cas de mauvaise tournure, il ne faut pas hésiter à consulter un avocat dès le stade de la promesse, dès le stade des difficultés, plutôt que d'agir par la suite. Alors, ça sera toujours possible, mais si vous voulez, quand on est au stade de la promesse et qu'on arrive déjà à dénoncer des vices du consentement, des modifications du consentement, etc. On peut on trouve beaucoup de solutions amiables plutôt qu'une solution dans le cadre d'une procédure judiciaire qui pourra être longue et contraignante et coûteuse pour tout le monde. D'accord. Et est-ce que tu conseillerais aussi un maximum du temps essayer de faire rédiger l'avant-contrat plutôt par un notaire que par un agent immobilier? Moi, j'aurais quand même tendance à conseiller de le faire rédiger effectivement par un notaire. Je pense que voilà, ils ont quand même davantage l'habitude. Donc un notaire ou un avocat, puisqu'il faut savoir également que l'avocat peut rédiger un avant-contrat, notamment lorsqu'il est avocat mandataire en transaction immobilière. C'est une activité que j'exerce également de mon côté. Il peut rédiger l'avant-contrat et ça peut être très intéressant puisqu'il va avoir une vision contentieuse, à la différence des notaires qui n'ont pas forcément la vision procédurale, mais en tout cas à choisir entre un agent immobilier et un notaire de manière très transparente. J'aurais quand même tendance à considérer qu'un notaire sera plus compétent pour rédiger l'avant-contrat. Bah écoute, merci beaucoup Louise. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour d'horizon qui peut aider les auditeurs. Si certains veulent prendre contact avec toi ou avec ton cabinet, quel est le meilleur moyen pour cette prise de contact ? Alors moi, je fonctionne par rendez-vous de consultation qui peuvent avoir lieu au cabinet, bien sûr, à Lille, mais également par consultation téléphonique ou visioconférence. Il faut savoir que moi, je fonctionne de manière particulière puisque la consultation a lieu après une analyse préalable du dossier. C'est-à-dire que moi, j'envoie au client une fiche de renseignement à remplir, je demande l'envoi des premiers éléments du dossier et je les analyse avant le rendez-vous, donc au cours d'un rendez-vous qui a une durée approximative d'une heure, et ce qui permet à mon sens une réelle efficacité du rendez-vous puisque j'ai pu identifier les problématiques et puis on peut discuter efficacement au cours du rendez-vous et à l'issue du rendez-vous le client est conseillé donc sur ses droits, ses obligations, mais l'éventuelle stratégie ou la procédure à suivre. D'accord. Et donc pour ça sur ton site il y a un formulaire qu'on peut remplir pour...
On peut prendre, je fonctionne par une prise de rendez-vous en ligne sur la plateforme du Conseil national des barreaux, qui est une plateforme sécurisée. Donc le rendez-vous est facturé 150 € et il peut avoir lieu donc vraiment en visioconférence, par téléphone et avec une analyse préalable du dossier pour assurer la meilleure efficacité possible du rendez-vous. Très bien. Bah écoute, tu me donneras le lien, on le mettra dans les notes de l'épisode pour que ceux que ça intéresse puissent facilement prendre contact. Ça marche. Bien. Bah écoute, merci beaucoup Louise et puis bah peut-être à bientôt pour un prochain épisode. Merci, à bientôt. Et voilà, cet épisode s'achève. N'hésite pas à laisser un commentaire ou me faire part de tes questions sur ce qui s'est dit dans cet épisode. Si tu as apprécié le contenu proposé dans ce podcast, je t'invite également à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify. Non seulement cela me motivera à poursuivre la production de nouveaux contenus, mais cela aide également énormément à faire connaître ce podcast. Alors si tu penses que ce podcast le mérite, à ton clavier, et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode de Discutons Immo.